Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration un peu particulière grâce au dictionnaire enjoué des cultures africaines. Mmh, L'objectif, c'est simple. On pioche quelques mots, quelques concepts, et on essaie de découvrir des pépites culturelles, des faits peut-être surprenants. oui, Bref, aller un peu au-delà des clichés sur l'Afrique, quoi. Une sorte de voyage à travers les mots. exactement. C'est une excellente idée parce que l'Afrique, bon, c'est une richesse, une diversité incroyable. Et souvent, on simplifie beaucoup trop. C'est clair? Alors, ce dictionnaire, justement, avec son approche ludique, mais quand même sérieuse, bah, il nous ouvre des portes pour comprendre des dynamiques culturelles, historiques, sociales. C'est une bonne base pour notre discussion. Parfait. Alors, on commence par quoi? Ah, oui, premier mot. Abacoste. Abacoste. C'est un veston pour homme, assez spécifique apparemment, col sans revers. Situé dans l'ex-Zaïre, années 70. Ça intrigue, non? Surtout qu'avant, c'était plutôt costume-cravate occidental. Ah oui. Et c'est là que ça devient hyper intéressant. Parce que la Lacoste, ce n'est pas juste une frange à la mode, hein. C'est une décision politique. Ah bon? Oui, imposée par Mobutu Sese Seko. Ça faisait partie de sa politique de, comment dire, de zaïrianisation. Zaïrianisation, d'accord. Voilà. L'idée, c'était de revenir à une authenticité africaine, de rejeter les symboles coloniaux. Donc, exit les codes vestimentaires occidentaux comme le costume-cravate. D'accord. La cravate, elle était vue comme un symbole d'aliénation culturelle. Elle a même été interdite, carrément. Interdite. Ah ouais, quand même. Ça montre bien que le vêtement, ça peut être un enjeu politique majeur. Tout à fait. Et ce rejet de l'influence occidentale, ça me fait penser à une autre forme d'expression très personnelle, la coiffure. Et là, difficile de ne pas penser à la coupe afro. Ah, la coupe afro. Oui, symbole extrêmement puissant. On la voit exploser dans les années 60-70. Oui, en plein mouvement Black Power aux US. Exactement. Mais ça résonne bien au-delà. C'était un acte politique, vraiment. Une affirmation de fierté, une rébellion contre les standards de beauté blancs, européens, qui poussaient au défrisage. Le défrisage vu comme une assimilation forcée, c'est ça. C'est ça, beaucoup le voyaient comme ça, et des personnalités comme Angela Davis, bien sûr, mais aussi Myriam Makeba, Nina Simone, elles l'ont porté comme un étendard, quoi. Et j'imagine que ce symbole, il a pas mal évolué depuis. Ah oui, tout à fait. Déjà, ses racines sont bien plus anciennes, hein. On trouve des échos dans certaines coiffures de cour royale africaines. Ah, intéressant. Et après son pic politique des années 70, elle a été un peu récupérée par la mode, puis elle a connu un vrai renouveau plus récemment avec le mouvement Nappy. Le mouvement Napi, oui, valoriser le cheveu crépus au naturel. Voilà, exactement, sans produits défrisants. Et aujourd'hui, des personnalités comme Rokhaya Diallo, par exemple en France, continuent de souligner les enjeux sociaux, politiques qui sont liés aux cheveux. La coiffure reste un langage. Hmm, c'est fascinant. Bon, de la coiffure, passons à autre chose. Une expression culturelle qui regarde vers l'avenir cette fois. L'afrofuturisme. L'afrofuturisme. Le terme déjà est assez évocateur, non? Ça mélange science-fiction, technologie, culture africaine et un discours d'émancipation. C'est un sacré mélange. C'est un courant artistique, intellectuel qui est vraiment passionnant. En gros, il imagine des futurs possibles, mais à travers un prisme africain et diasporique. D'accord. Il reprend les codes de la SF, du fantastique, de la technologie, mais pour explorer l'identité noire, l'histoire, et aussi pour proposer d'autres visions. Souvent en réaction à un présent ou un passé difficile marqué par l'oppression. Et on a des exemples concrets pour qu'on visualise mieux? Bien sûr, le plus connu, c'est sans doute le succès planétaire de Black Panther. Ça a vraiment mis l'afrofuturisme sur le devant de la scène. Ah oui, évidemment. Mais c'est bien plus large. Ça touche la musique, Son Ra était un précurseur dès les années 50-60, la littérature avec des autrices comme Nnedi Okorafor, son roman Qui a peur de la mort, hein, est d'ailleurs en cours d'adaptation par HBO avec George R.R. Martin. Ah ouais? Hmm. Et le cinéma aussi, Wanyori Kayu avec son court-métrage Pumzi. Ce qui est super intéressant, c'est cette réappropriation des outils de la fiction, de la spéculation, pour reprendre en main le récit du futur, quoi. Reprendre en main le récit. Ça me fait penser naturellement au dernier point qu'on voulait aborder. Une figure emblématique, Mohamed Ali. Ali. Mais le dictionnaire s'arrête sur un point précis, son changement de nom. De Cassius Clay à Mohamed Ali. Oui, c'est un acte fondateur, vraiment, dans la construction de son personnage public, de son identité. Il disait rejeter Cassius Clay parce que c'était un nom d'esclave.
C'est ce qu'il disait, oui. Un nom imposé à ses ancêtres, et il a choisi Mohamed Ali lors de sa conversion à la Nation of Islam. Pour lui, c'était son nom libre, une affirmation très forte de son identité religieuse, raciale, et une rupture nette avec l'Amérique blanche et ségrégationniste de l'époque. Et puis il y a cette histoire, peut-être une légende d'ailleurs, de sa médaille d'or olympique. Ah oui, la fameuse médaille jetée dans l'Ohio River. C'est ça. La légende dit qu'il l'aurait fait par dégoût après s'être vu refuser l'entrée dans un restaurant à cause de sa couleur de peau, juste après son retour triomphal des Jeux de Rome. Hmm, Bon, l'authenticité de l'anecdote est un peu débattue. Un journaliste sportif qu'il connaissait bien, Jerry Eisenberg, était assez sceptique. d'accord. Mais qu'elle soit vraie ou un peu embellie, elle fait partie de la légende de l'homme qui refusait les compromis, qui utilisait sa célébrité pour défier le système, bien au-delà du ring. Il a vraiment façonné son propre récit. C'est clair. Alors, un vêtement politique, une coiffure symbole de fierté, un courant artistique tourné vers le futur, un champion qui choisit son nom. Finalement, ces quelques mots du dictionnaire, ils nous montrent une diversité incroyable de manières d'exprimer, de revendiquer une identité. Exactement, c'est très riche et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir un peu. Ah ouais? Comment est-ce que tous ces marqueurs culturels, que ce soit le corps, l'art, le nom ou d'autres choses encore, comment est-ce qu'ils continuent aujourd'hui d'influencer nos perceptions, de nourrir les luttes pour l'identité, de façonner les réalités en Afrique comme dans les diasporas, et souvent de manière bien plus complexe, plus subtile que ce qu'on imagine au premier abord? Une excellente question pour conclure.